La pause d'art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. Patrick est curateur d'art et producteur d'expositions. Il vit et travaille au Cameroun. Après un bref séjour en faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Thion, il s'inscrit à l'Institut des beaux-arts de Fumban au Cameroun et en ressort avec un master en arts plastiques et histoire de l'art. Il apprend le commissariat, la scénographie et la régie d'exposition auprès d'artistes et curateurs tels que Sarah Chouacha, Landry Mbassi, Barthélémy Togo, Yves Chatap et Wolfgang Tillmann. Patrick Ngwana a participé à l'édition 2018 de la Rencontre internationale des arts contemporains au Congo, où il a remporté le prix de la critique d'art. Aujourd'hui assistant curateur à l'espace Doualart, il continue d'enrichir son expérience artistique autour de la pratique curatoriale et de la production des expositions. Patrick Ngwana avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Yvon. Comme je disais, moi je suis très content de te recevoir ici. Je sais plus. Merci. Je sais plus si mes souvenirs sont bons, mais vraiment le souvenir de notre rencontre, pour moi, je peux me tromper, et ça m'arrive très souvent de me tromper sur les dates et autres, mais je crois que c'était 2016 à Banjul Station, dans le cadre de l'exposition Behind the Portal. Behind the Portal, je pense, non. Peut-être c'était bien avant, parce que Behind the Portal, on est dans une exposition avec Jean-David Cobb, Louvi, Louyeye. Oui, Louvi. Non, c'était bien avant. Bien avant, je connaissais déjà Yvon Gassan, mais je ne sais plus où. Je ne sais plus où j'avais connaissé déjà Yvon Gassan. On est en 2016, mon premier avis c'est en 2017. Je ne sais pas trop. Bon, mais je connaissais déjà Yvon avant. Mais quelque part, peut-être à Odni ou bien dans un autre centre, je ne sais pas où. Je ne sais pas, mais moi vraiment, c'est cette date-là. Et cette date-là m'a marqué. Pourquoi? Parce que tu étais venu t'occuper de la scénographie de cette exposition-là. Et on a travaillé toute la nuit et vraiment je dirais, même à cette période-là où peut-être tu commençais plus ou moins dans la scéno, il y avait quand même ce professionnalisme qui, moi, m'a marqué. Le calme dans lequel tu bossais, mais sous haute pression parce que le lendemain, on devait être prêt. On devait ouvrir le lendemain et la nuit, on était encore en train de bosser. Donc voilà, donc c'est ça un peu ma rencontre avec Patrick Ngwana. Mais déjà, question générique, hein, oui. C'est comment Patrick Ngwana arrive à là? Bon, Patrick Ngwana, il faut d'abord préciser que c'est un jeune gars, c'est un garçon qui est né, un homme qui est né, parce que garçon est tout petit, à Yaoundé, dans les années 87. Je parle comme mon père, années 87. Oui, années 87. Et j'ai fait mes études en sciences de la littérature, parce que je ne vais pas parler de l'autre parcours. Et je vais mentionner le fait que déjà, dans le cadre de mes études secondaires, primaires et secondaires, j'abordais déjà la pratique artistique. Je dessinais. Je dessinais Sangoku. Je dessinais, oui, les dessins assortis de l'école des champions. Je dessinais le boxeur qu'on retrouvait sur la boîte d'allumettes, une alors, parce qu'on dessinait ça. Et j'étais quand même un gars qui était très bon pour manger l'argent des gens, comme on dit souvent aujourd'hui. 100 francs, vous avez une carte du monde. Parce que cours de géographie, cours de sciences, cours de... Peut-être parfois, il y avait sciences, géographie. Et parfois, histoire, il fallait ce qu'on appelait les planches. Et en ce moment, on n'est pas à l'ère où on fait facilement des photocopies de planches. Alors, à défaut d'avoir accès à la photocopieuse qui coûtait quand même cher, vous avez la main de Patrick Ngwana qui pouvait vous reproduire quand même 5 planches de cartes du monde en une nuit. Parce que je prenais 50-50 par avance sur les planches, je rentrais à la maison, je me cachais dans la chambre sous prétexte que je suis en train de travailler et je recopiais les cartes du monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler la main. Et puis c'était les planches des sciences naturelles, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, le corps humain, les os. Tout ça, c'était des planches qui étaient payantes. Et les gens, ce qui était quand même curieux, c'est que les gens trouvaient plus intéressantes les planches dessinées à la main que les planches photocopiées. Donc, je comprends que les gens avaient quand même une passion pour tout ce qui relevait de l'originalité dans la trace. Oui. Donc, voilà comment je côtoie déjà l'art. D'accord. Et je commence à me convaincre dans le cadre, vous savez, dans les années, je ne me souviens plus trop, bon, quand je fais terminale, il y a un concours
de dessin dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le VIH. Oui. Il fallait faire une illustration. Et moi, j'ai dessiné un monde, un globe, avec tenant un parapluie en train de se couvrir. Et au-dessus, je mets l'initiale de la bande rouge de l'ONU-SIDA, de la lutte contre le sida. Et puis, je ne sais plus quel élément j'avais mis. Et puis, je suis le premier. Donc, j'ai le premier prix. On me remet un tas de t-shirts, un tas de trucs. Je ne sais même plus ce que ça... Je ne sais même plus là où c'est aujourd'hui. Oui. Et là, je me convainc vraiment que... Il y a quelque chose à faire avec ce don-là. Voilà. La particularité maintenant, quand j'arrive au secondaire, c'est que je ne suis plus dans les cadres... Je ne suis plus dans ce travail. Je suis... Bon, là, on est au secondaire, qu'est-ce que je dis? Mais quand parce que je suis renvoyé, je suis exclu du lycée et je vais maintenant au collège. Il faut quand même dire que les mentalités des artistes, c'est qu'on est rebelles de l'UPAR. Hein. Moi, je n'arrivais pas à retranscrire ce qu'on me remettait à l'école. Moi, je voulais créer mes propres... Je voulais retranscrire mes propres mots, faire ce que je voulais. Et ça dérangeait les enseignants. Ils disaient, bon, il est exclu. Donc, je suis exclu, je vais maintenant au collège. Et arrivé au collège, je commence à faire les cartes de vœux. J'étais quand même le petit amoureux. J'étais amoureux de 2, 3 filles. Ouais, je vois et ça. Je n'avais pas l'argent pour séduire. Il fallait faire les cartes de vœux. Donc, je me remets toujours dans cet exercice qui me permet d'entretenir la main. Et puis, quand j'ai mon baccalauréat, je vais à l'université de Tchang. Parce qu'il faut dire, j'échoue, je suis exclu, je vais au collège, je quitte le collège. Au collège encore, j'échoue. Et je décide, à l'unanimité, d'aller continuer les études au village, à Penka-Michel. Donc, ce n'est pas mon père qui m'envoie, je décide, en étant en ville, que je vais me punir, je vais aller au village. Ce n'était même pas une punition, c'est que je voulais me retirer de la ville, qui m'absorbait, parce que je commençais à connaître les boîtes de nuit, je commençais à connaître la bière, donc tout ça, bref. Et je me retrouve à Penka et j'ai mon baccalauréat. Et puis je vais m'inscrire en faculté de sciences. Tu as un baccalauréat littéraire? Littéraire, oui. Et quand j'ai mon baccalauréat, je m'inscris dans la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Tchang. Et je fais à peine mes 2 ans. Et un jour dans ma chambre à midi, je commence à en avoir marre de ces cours, on va s'asseoir, on vous dicte, on ne sait même pas où on va. Et puis je me voyais demain en train de porter des chemises, des cravates. Je me disais, non, bon Dieu, je ne vais pas m'en sortir. C'est pas une vie que tu C'est pas celle que je veux. Alors, je suis couché dans ma chambre un jour. À midi, c'est la pause parce qu'on va en fac, on prend les cours, on rentre, on se repose et puis à 14h, on retourne. Je crois qu'on devait avoir cours de sciences, justice et institutions. J'avais lu un peu et puis je me reposais. Et j'écoute à la radio le journal de 13h. Il se dit qu'on vient d'inaugurer l'Institut des Beaux-Arts. Or, je ne savais pas qu'au Cameroun, on enseigne. Je ne savais même pas qu'on enseigne là. Je savais que non, ce n'est pas un truc qu'on enseigne. Si tu es artiste, tu nais avec, tu te bats comme tu peux et puis tu deviens artiste. Et puis j'entends qu'il y a une école qui est ouverte. Et je me dis, mais bon Dieu, je suis sauvé. Donc, je vais quand même à l'école encore pour quelques derniers mois. Et puis je décide de faire le concours des instituts des Beaux-Arts. Sauf que dans la famille, on a trop de bureaucrates, entre guillemets, des personnes qui sont les hommes politiques, les avocats, les magistrats. Bon. Le tonton, à qui je voulais beaucoup plus confier ma volonté de partir faire les Beaux-Arts, est un homme politique. Et il a fait dans les assurances. Genre, je vais lui dire que je vais faire le concours, il me dit non. Je ne suis pas d'accord. Je préfère que tu finisses le droit. J'ai un ami qui a un cabinet où tu vas aller, un truc comme ça là. Il m'a convaincu. J'avais mon dossier, étant assis devant son bureau, j'avais mon dossier sur mes pieds, sur mes cuisses. Et il me dit, jure-moi, promets-moi que tu n'as pas encore déposé. Je lui ai dit que non, je n'ai pas déposé. Il m'a dit là, c'est bon. On va se voir prochainement, on va essayer de te récupérer. Là, tu es en train de te perdre. Le lendemain, il ne m'a pas donné l'argent, mais je me suis battu. Je ne sais plus comment je fais pour avoir l'argent, mais je suis allé. J'ai pu m'inscrire, j'ai fait le concours et j'ai eu le concours. Je suis quitté la ville de Tchang discrètement, sans même dire j'ai disparu. Je suis allé à Fumban avec mon frère tranquillement. Lui, il avait fait architecture et moi, j'étais en art plastique. C'est comme ça que j'arrive à Fumban et je découvre, j'apprécie ma nouvelle vie. Parce que... mais déjà avant d'arriver à Fumban, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me paraît être important, voilà. C'est le regard des parents, parce que tu décides toi tout seul de te rendre de faire les Beaux-Arts, mais comment ça se passe dans la famille? Bon, mon père est un cuisinier, donc c'est 24 ans de service entre le Mont-Fébé et le Hilton. La cuisine, c'est de l'art, donc pour lui, mon père me dit, ça m'étonnait en fait que mes enfants s'intéressent pas à l'art, parce que moi je sais que je suis artiste. J'ai dessiné les plans de ma maison au village moi-même, je faisais tout. Ton grand frère il est architecte et moi je me disais que ça ne devait pas. Je me questionnais, je me demandais si ça va s'arrêter là. Donc si tu dis que tu vas faire les arts, moi je ne peux pas t'arrêter, je serais content, mais
Je ne sais pas si on aura les moyens de tenir pour cette formation, mais en attendant, vas-y. Et ma mère, qui n'a pas fait vraiment tellement d'études, qui n'a pas vraiment eu une expérience avec tout ce qui est art, s'est dit, elle ne sait pas ce qu'elle va te dire. Elle te dit, bon, je ne sais pas. Mais on est dans une famille où c'est beaucoup plus les oncles qui ont fait les études qui viennent souvent un peu intoxiquer les parents, qui parlent. Et c'est eux qui viennent dire, non, il ne faut pas le laisser partir, c'est pas bien et tout et tout. Et le père a parfois tendance à fléchir. Parfois, il est un peu fragilisé par les mots. Et puis, moi, j'ai décidé de me retirer tout simplement et de ne plus écouter ce qu'on disait. Et là, tu vas à Foumban. Oui, je vais à Foumban. Alors, tu arrives à Foumban. Je suppose que peut-être dans ta tête, tu avais une idée ou une représentation de ce qui pouvait être un institut des beaux-arts. Tu arrives à Foumban, qu'est-ce que tu trouves? Oui, j'avais une idée, mais par curiosité, j'avais déjà commencé à discuter avec des personnes avant d'arriver à l'école même. Parce que je n'ai pas fait le concours à l'Institut des Beaux-Arts. J'ai fait dans le centre du CRESA, en Colbison à Yaoundé. Et déjà là-bas, on avait cotisé entre nous des personnes qui avaient décidé de faire le concours pour faire voyager 3 personnes qui iront à Foumban voir à quoi ressemble le site. Okay. Comment ça se passe. Il y avait un repérage qui s'est fait. On a cotisé pour ces personnes. C'était bien organisé. Oui. C'était vraiment en bande d'armée. Ouais. Et ils sont revenus nous faire le rapport de ce qu'est ce site, comment est répartie la ville, comment est-ce qu'on peut s'installer, comment est-ce qu'on peut louer, ça coûte combien les chambres et tout. Bref, on avait toutes les informations. À côté, quelques aînés déjà qui avaient fait la première promotion, qui nous disaient aussi, oui, ça se passe comme ci, comme ça. Bref, on savait déjà qu'il n'y aura pas un laboratoire spécial. Il n'y a pas vraiment tout ce qu'on va attendre. Mais il y a le minimum. Il y a quand même un chevalet, il y a quand même des salles, on peut faire des cours, et il y a des enseignants. Voilà. Donc je débarque, je suis très content. À Foumban, je suis très content parce que je me dis, j'avais comme l'impression que je suis libéré. J'étais libéré de la lourdeur de tous les gros articles qu'il fallait retenir avec les sciences juridiques et tout ça. J'entre dans un nouveau truc que j'aime. Et là, on a un grand maître qui va nous prendre de feu. C'est le docteur Pascal Kenfac qui nous prend, le maître Pascal Kenfac qui nous prend avec des gros exercices où on se demandait si ça valait même encore la peine qu'on reste. On s'est dit, bon, peut-être... C'était pas pour nous, en fait, des travaux énormes qui pouvaient te prendre 2 jours, 3 jours. La méthodologie de Pascal Kenfac, l'anatomie, on se disait qu'on venait comme ça, on ne savait même pas où on entrait. Les petits dessins qu'on faisait, c'était un autre monde. Anatomie, cours d'histoire de l'art, on est brutalisé. Et le professeur Nocho était déjà là. Donc les cours d'histoire de l'art, il veillait à ce que ce soit vraiment bien fait. Il y a l'actuel docteur Ruth Bellinga qui aussi veillait à ce que les cours soient bien faits. On avait plein de cours. En fait, pour une année, on avait une vingtaine d'UV. Mélangé avec les cours de design, les cours de graphisme, les cours d'histoire de l'art. Et du coup, la pratique même des médiums était secondaire ou pas? Bon, première année, c'est un peu à l'équivalence. Donc, en théorie, c'est un peu à l'équivalence. On est vraiment milieu avec les deux. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on sent que ça prend... Il y a un côté qui pèse. Bon, ça dépend des semestres. Vous pouvez vous trouver un semestre où la pratique pèse plus que la théorie, mais des semestres où la théorie pèse plus que la pratique. Mais il faut que je précise une chose. On a l'impression que ça pèse par rapport à ce sur quoi on se sent le plus à l'aise. Moi, j'avais l'impression qu'il y a trop de pratique. Automatiquement, parce que je venais d'un univers littéraire. Ouais. Par contre, j'avais des camarades, Jean-David Cotte, Kem Kengnoa, Chinjiang Procor, Azizé. C'était mes camarades, le Feu Koucha, ils sont nombreux avec qui on faisait des cours. Mais c'est les gars qui avaient déjà la main. Donc, petit exercice en main, ils vous avaient déjà mis à terre. Il fallait avoir aussi le moral face à ces gars qui avaient fait l'IFA, Jean-David Cotte, Kem Kengnoa. Institut de formation artistique de Balmayo. Oui. Et c'est une école qui a été fondée par des Italiens et c'est toujours ouvert. Donc eux, ils venaient de là et ils connaissaient déjà tout. Ils avaient tout ce qui est pratique, ils savaient. C'est vrai qu'il y avait quand même des notions qu'ils apprenaient encore derrière les enseignants, les tenants d'atelier comme Dr Tima, Dr Bengono. Mais ce n'était pas tout nouveau à leurs yeux. Mais nous, c'était tout nouveau. Par exemple, moi, mélange de couleurs, théorie des couleurs par exemple. C'est là-bas que moi j'apprends que si tu mélanges le jaune avec le rouge, tu as telle couleur, ou bien tu as ceci, tu mélanges avec tu as ceci. Donc il y a tout ça, l'ombre et la lumière. Moi j'apprends encore tout. Les volumes, eux, ils savaient déjà tout ça, la perspective. On a fait une perspective aussi très basique en 4e et en 3e.
la perspective cavalière, les Oui, cours de oui, physique. tout à de Mais là-bas, c'est technologie, une autre, machin, oui, ouais. c'est une autre physique, c'est un autre niveau. Ouais. Donc voilà, il y avait tout ça. Et c'est à l'Institut des Beaux-Arts que j'apprends à connaître mon pays. Parce que c'est là que je fais histoire de l'art du Cameroun. Je découvre les aires culturelles, je découvre le contenu des aires. C'est là où je découvre vraiment même mon histoire, en fait. Ma culture, je vais dire. C'est là-bas que je découvre ma culture. Avec le docteur Ruth Bellinga. Le docteur Ruth Bellinga, docteur Noche, docteur Joya. Oui. Donc voilà les gens qui tenaient les cours d'histoire de l'art. Donc c'est comme ça qu'on évolue. La pause d'art. Je vivais dans une cité où il y avait beaucoup plus... Les gens qui vivaient avec moi dans la cité étaient beaucoup plus les aînés académiques. Donc je me retrouvais déjà... Je pense que j'apprenais par anticipation. Okay. Donc les exercices qu'ils avaient au niveau 2, moi étant au niveau 2, j'allais voir. Puisque le soir on se rencontre, il me dit, on est en train de travailler le portrait. On te demande de faire un portrait en couleur, l'autre en positif, négatif, tout ça. Et puis tu te dis, c'est quoi ce truc? Et puis tu apprends, tu vois comment il est en train de... Portrait au crayon, portrait au crayon de couleur, crayon à mine, crayon au stylo et l'autre c'est à la peinture sur papier. Après on peut même te demander aussi linéaire. Tu vois, c'est un travail linéaire, donc tu fais une variété, une gamme. On était dans tout ça, donc j'apprenais et même ce qui fait que même le travail de recherche, j'avais appris un peu en avance parce que quand je venais, ils me disent que oh, le mémoire me chauffe la tête, je suis en train de travailler. Je suis au niveau de l'intérêt du sujet. Je dis, c'est quoi l'intérêt du sujet? Il dit, ah, attends, peut-être tu peux dire telle chose ici. Et quand moi je me retrouve aussi au niveau 3, je constate que je suis en train de faire le mémoire pour ma deuxième fois. Donc je n'avais pas de problème de rédaction de mémoire, de travail de recherche. Surtout qu'en littérature, je dis encore, j'étais carrément... C'était ton domaine. C'était mon domaine, donc ça allait très vite. D'accord, mais dis-moi, toi tu arrives tout jeune, ne connaissant presque rien en ce qui concerne l'art et encore moins peut-être du monde de l'art au Cameroun. Mais tu es aux Beaux-Arts, quels sont à ce moment-là tes référents en termes d'artistes? À dire vrai, jusqu'au niveau 3, le référent que j'avais en termes d'artiste dans ma tête, c'était l'artiste que j'avais vu, avec qui j'avais travaillé, Jean-Jacques Kanté. Jusque-là. Parce que j'étais le seul. Et on ne connaissait pas encore, c'était pas trop l'art contemporain, purement parlant. C'était beaucoup plus un travail qui abordait le travail de Maître Kanté nous aidait beaucoup plus à voir nos failles en termes de technique et à voir un peu la façon avec laquelle on pourrait aborder de manière idéale le travail qu'on ferait en tant que technicien, en termes de technique. Donc voilà pourquoi moi je le voyais comme un référent sur la scène. Ça c'est quand on est encore en cycle licence. D'où le fait que j'avais fait un stage chez lui à Balmayo et je suis avec Alizé. On va faire un stage chez lui, on était d'apprendre à manier la couleur, la forme, travailler les influences chromatiques, tout ça. On travaillait sur la toile. C'était un stage qui était quand même un peu militaire parce qu'on travaillait de 18h à 5h et la journée on était free. Tu pouvais lire, manger, faire ce que tu veux, mais quand il est 18h, on va à l'atelier, on travaille jusqu'à 5h. Bon, c'était un peu difficile. Mais on est sorti de là quand même avec la main travaillée, on avait quand même beaucoup appris. Sauf que je sentais quand même que j'étais un peu paresseux en peinture. J'avais peur de la peinture. C'est pas comme si c'est fini totalement. J'avais toujours cette peur. Donc il faut aussi dire que si je me retrouve quand même dans l'autre virage, c'est parce qu'il y avait cette peur d'aborder la peinture. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je me suis beaucoup aussi laissé emporter par tout ce qui est de l'ordre de la théorie. Et je pense que j'ai aussi trop été influencé par les actions humanitaires dans lesquelles j'ai été impliqué, à vouloir organiser des activités, travailler dans des projets. Ça a fait en sorte que je me retrouve en train de monter un projet pour mes camarades dans l'optique de présenter une exposition. Et ça, je crois, c'est quand je fais licence 2 ou 3. Mais je ne sais même pas encore je ne connais même pas concrètement le métier de commissaire. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un curateur. Mais étant à l'école, je me suis dit, il faut que je monte un dossier, un projet, où je vais présenter les travaux de mes camarades quelque part. Ça va être plusieurs travaux. Je te dis, c'était un dossier tellement lourd où il y avait même... J'avais tout mis à l'intérieur du dossier, comment les œuvres vont être transportées, emballées. Je ne savais même pas que ça s'appelle de la régie. Je ne savais pas. Donc j'écrivais tout un dossier que j'allais au département présenter. Je crois que quand ils ont vu le dossier, ils se sont dit, soit il a copié sur Internet, soit il n'est même pas encore conscient de ce qu'il veut faire. Ils m'ont dit, bon, va regrouper tes camarades et vous essayez de le faire. Je vais regrouper mes camarades et ils disent, pourquoi c'est toi qui vas gérer? J'ai dit, mais bon, qui veut gérer alors? Moi, je suis prêt à
faire une exposition, accrocher vos tableaux, parler de vos travaux et faire voir ce qu'on fait. Donc ça a pété. Il y a eu des clans, c'est comme ça toujours dans les écoles, il y a toujours des clans. Il y a un clan qui a dégamé et tout le monde est rentré, on n'a pas pu tenir. Bon, on s'est dit, bon, on lâche, on a laissé. Mais j'avais quand même en tête que donc, on peut présenter des travaux d'artistes parce que je n'avais pas... C'est vrai, Dr. Ruth Belling, on faisait des cours d'histoire de l'art, mais la pratique curatoriale, on n'en parlait pas. On parlait d'histoire de l'art, du Cameroun, d'histoire de l'art. Je voudrais quand même que tu reviennes sur quelque chose, oui. C'est les matériaux. Parce que je sais que à cette période-là, trouver le matériel, c'était quand même... C'était pas une mince affaire. En première année, c'est vrai que on ne faisait pas vraiment la peinture parce qu'on savait qu'on ne peut pas arriver là, on allait à l'omatos. Mais on avait la gouache. Bon, on faisait la peinture à la gouache sur papier. Là, c'est pas coûteux. C'est 2000-2500 la boîte. Avec 10 000, tu as tes 5 couleurs. Tu as tes 3 couleurs avec les teintes. Maintenant, à partir du niveau 2, il faut peindre à l'acrylique. Bon, pour la première année, on en a acheté. On m'a acheté l'acrylique dans des tubes. Bon, je n'avais pas assez d'argent pour acheter tous les tubes. J'en achetais 3 et très souvent, j'achetais les couleurs primaires. Je n'achetais pas les teintes parce que je savais que bon, après tu peux dealer avec un camarade où tu lui presses un peu de bleu et il te presse un peu de noir et ainsi. C'est pour ça qu'on se changeait la peinture. Tu ne pouvais pas acheter toutes les peintures. Tu as tes 4 pinceaux, tu as un gros pinceau rond, un gros pinceau plat, un petit pinceau de précision, un petit pinceau plat. Voilà, pour les précisions. Et tu peux acheter même 1000 brosses. Les brosses, c'est 250, 300, 1000 francs. Donc, achète beaucoup de brosses, ça t'engage. Voilà, la toile, c'est le tissu au marché. Il n'y a pas la toile comme aujourd'hui, la toile déjà préparée, qui vient de la Chine ou de la France, où on vous vend. Tu as acheté du tissu solide. Ouais, à défaut d'avoir du Jericho, du Jericho, tu vas acheter un jean ou bien tu vas aller chez le vendeur de draps, de couverture de lit. Tu vas tendre, toi-même tu vas tirer le tissu, tu vas le malmener pour voir s'il tient. Tu vas regarder les textures parce que parfois aussi on tenait compte des textures parce qu'il faut que la texture t'apporte quelque chose dans le travail que tu vas faire. Okay. C'est comme ça qu'on faisait le choix aussi. Après maintenant, comment on fait pour avoir les baguettes et les châssis? Tu ne vas pas t'azader à acheter une planche tout seul à 3000. Vous cotisez, vous achetez une planche, vous cotisez 5000 francs. 3 personnes ou 2 personnes, vous allez faire acheter la planche et la faire biseauter. Et puis vous partagez les baguettes et puis chacun a les baguettes. Avec quelques baguettes ensemble, ça fait qu'on peut avoir au moins 5 tableaux de 100 x 80 chacun à la maison. Sauf si tu fais des petits formats. Donc voilà comment on procédait. Ça, c'est les premières années, les parents vous soutiennent. Deuxième année, il faut que tu te battes. Comment tu fais pour t'en sortir? Tu vends des portraits. La pose d'art. À l'époque, j'allais voir mes amis à la fin de l'année. Je venais avec ma toile déjà prête. J'ai ma photo de mon oncle à qui je voudrais gratter quelques billets d'argent. Et je lui dis, mon frère, aide-moi. Donc, il t'aide, tu mets quand même les premières couches, il t'aide, tu travailles, ça rate un peu, il vient, il t'aide encore. C'était très souvent quelqu'un, Twinjan ou bien Aziz et Jean David. C'était ces quatre-là qu'on allait voir, c'était quand même les maestros. Donc, tu vas les voir, ils vont te donner un coup de main. Pour eux, c'est rien faire un portrait. On fait ça rapidement. Tu emballes ça et puis tu vas à Yaoundé voir la famille. Quand tu arrives, tu offres un portrait à ton papa et tu offres un portrait à un de tes oncles qui ne croyait pas en toi quand tu faisais le concours, ou bien pour un oncle qui a un bon niveau, une bonne position sociale. Et là, tu es rassuré que... Il va te donner un peu la... Oui, à la rentrée, tu vas lui dire, bon, moi, je rentre à l'école. Ouais. Tu sais que là, au moins, il y a 30 000. Okay. Et 30 000, tu as racheté le matériel. À défaut, tu fais des états d'âme. Tu vends tes états d'âme. Il y avait les états d'âme qu'on vendait. On offrait aux gens. Il suffit seulement de mettre sur un cadre. Tu offres à un tonton 4 états d'âme dans son salon. Lui va commencer à se vanter en disant, ouais, c'est de l'art. Tu vas trouver ça dans le Louvre. Ouais. Et puis quand l'enfant va venir à la rentrée, 10 000, 20 000, c'est pas petit. Bon, à côté de ça aussi, pendant les vacances, on se bloque pendant la tête que je suis artiste, je ne peux que pratiquer pour avoir de l'argent. On va aussi aller dans les petits chantiers de maçonnerie. On va un peu faire du travail pour avoir 3 000, 10 000. Et c'est pas que ça. Moi, peut-être j'ai eu la chance de travailler dans des librairies et dans l'une des premières boutiques de matériel d'art, Cori qui a fermé, qui n'a pas fermé, qui est toujours ouverte, mais qui n'est plus très active. Vu j'ai travaillé là-bas, j'ai pu faire 2 mois et ça m'a rapporté un truc comme, je crois, 100 000 francs. Donc c'était suffisant pour m'acheter du matériel, au moins pour toute
pour tout le cycle master. D'accord. Donc, mais toi, après, comment tu finis donc au Beaux-Arts? Parce que au Beaux-Arts, déjà très tôt, il y a la question, il y a la soutenance aux mémoires, etc. Et il faut une sorte de recherche. Qu'est-ce que tu as étudié, en fait, qu'est-ce que tu as proposé comme thématique pour tes travaux de sortie? Mon travail de licence, en licence, je propose un travail d'une peinture qui était une réflexion posée sur le rituel du tabouret traditionnel. C'était en même temps une narration de ce rituel. C'était en même temps une narration de ce rituel et un questionnement sur l'avenir de ce rituel face à la question de la modernisation ou de la mondialisation. Oui. Parce que comment est-ce que la modernité absorbe nos cultures. Donc c'était ça la question que je me posais et j'ai fait des représentations de scènes d'assises sur du rituel du tabouret chez les Bamileke, où je faisais des petites illustrations d'objets assortis de l'univers moderne, comme les bières, comme l'argent, qui n'existait pas au moment où ces rituels naissaient et qui participent à déformer ces rituels-là aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je faisais. J'ai fait une série de 5 tableaux où il y avait du collage papier et des peintures. Et je crois qu'il y a encore des tableaux qui sont même accrochés dans le bâtiment administratif de l'Institut des Beaux-Arts. En master, je commence à sentir que pas que je ne peux pas, je ne suis pas à l'aise avec la peinture. Je commence à sentir cela. Je veux explorer quelque chose qui va se démarquer, qui ne va pas représenter un être humain réaliste tel qu'il est, qui ne va pas aborder le réalisme. Parce que j'ai dit aussi qu'il fallait quand même aborder qu'il y avait aussi la peur. Oui. La peur a fait que je me dise, bon, à défaut d'abandonner, il faut trouver une autre piste. Et je commence à vouloir travailler dans l'abstraction. L'abstraction, je rebossais, après je me dis, bon, c'est pas mon truc. Je vais commencer à lire. Mon encadrant, c'est Dr Chima. Je commence à lire et je fouille dans beaucoup d'ouvrages, je les catalogue et je me rends compte qu'il n'y a pas que de la peinture, il n'y a pas que la sculpture, il y a des choses qu'on appelle l'installation, il y a ce qu'on appelle la performance, il y a la vidéo. Ce n'est pas que Dr Ruth n'avait pas enseigné, elle avait enseigné, elle avait donné des illustrations, mais je n'avais pas pris le soin d'aller chercher. Là, je suis vraiment en train de chercher, je découvre plein de choses. La notion de pluridisciplinarité dans la production d'une œuvre d'art, d'interdisciplinarité qui interviennent dans la production d'une œuvre d'art commence à me marquer quand je regarde les travaux de plusieurs artistes. Et c'est là où je me dis, je vais faire de la photo. Au départ, je dis que je vais faire de la photo. Dr Tima me dit, pourquoi tu veux faire la photo? J'essaie de donner mes arguments. Il me dit, non, ça ne tient pas. Je réfléchis, après je dis, bon, je ne sais pas, je vais réfléchir plus tard. Manque de temps, j'ai l'impression que j'aime la photo. C'est là où je rencontre Rassangano à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Il a un gros appareil accroché sur son cou. Il entre, il ressort, il donne ses cours, il sort, il prend la pause. Je vais vers lui et je lui dis, franchement, je vous vois votre appareil là, ça m'intéresse. J'aimerais pratiquer de la photo, je veux faire autre chose que la peinture. Il me dit, oui, je suis photographe, certes, mais je ne pense pas que je suis la meilleure personne pour t'apprendre, lui, pour te transmettre les connaissances. Je suis trop pris, je ne suis pas photographe, mais je vais te connecter à quelqu'un que je connais. Il contacte Sarah Chouacha, il lui parle de ma préoccupation et elle dit, bon, on se voit à Yaoundé quand il sera disponible. Pendant ce temps, on est un peu en stand-by avec, le mémoire et je vais à Yaoundé. Je rencontre Madame Chouacha, qui est en ce moment enseignante d'art plastique au lycée Fustel Couvlanche. On se voit, elle me pose des questions et subitement, elle me dit que les questions que je t'ai posées et tout, je me rends compte que les arts plastiques et toi là, tu fais histoire de l'art, je lui dis non. Tu n'es pas théoricien, je lui dis que non. Elle me dit, bon tiens, ok, on va réfléchir à ce qu'on va faire. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.